En neurosciences et j'interviens donc ce matin pour un intermède. Alors j'avais déjà proposé que le temps soit un temps relativement restreint parce que vous le verrez, le contenu de mon propos est un petit peu en marge des débats importants qui se tiennent ici, qui ont une charge effectivement émotionnelle, morale très forte. Moi, je vais vous parler d'hydre, d'eau douce principalement, mais pas que. Donc, à part ceux qui ont une affection particulière pour ces petits animaux, sinon la charge émotionnelle devrait être plus limitée en la matière. L'objectif pour moi ce matin, donc, c'est en une petite dizaine de minutes de vous présenter ce que l'on peut considérer comme une définition acceptable de ce que l'on appellerait la mort biologique. En approchant donc deux points, la problématique d'échelle en biologie et puis ce qu'on peut caractériser comme étant la résultante de la mort au plan mécanistique, c'est-à-dire en tout terme, quels sont les mécanismes qui prennent fin lorsqu'une cellule meurt ou lorsqu'un organisme meurt. Donc voilà, et je me suis permis donc de rajouter une petite vignette sur le chat de Schrödinger, si vous connaissez. Le chat de Schrödinger n'est ni mort ni vivant, et vous verrez que la transition entre la mort et la vie est une transition, finalement, c'est un continuum fonctionnel, et je vais tâcher d'illustrer ça. Je vais faire remarquer un autre élément sur cette diapositive de titre. Qu'est-ce que la mort biologique? Je tente déjà ici un élément de réponse que je vais expliciter par la suite. C'est un retour à l'équilibre, et donc j'essaierai de vous faire comprendre que la vie est en fait un déséquilibre maintenu, et que la mort, c'est la fin d'un déséquilibre qui est maintenu en fin de compte par l'activité biologique. Et finalement, c'est un retour à l'inerte, comme celui-ci a démarré au moment de la naissance de la cellule. Alors, je vais sans doute me tromper sur le sens. C'est celle du bas. Voilà. Merci, Augustin. Alors, une tentative de définition, c'est très compliqué pour un biologiste de définir la mort, puisque vous le comprenez bien, un biologiste a avant tout pour sujet d'étude la vie, et donc on ne s'interroge que très peu sur la mort en tant que telle. Alors, on peut définir la mort, ou je fais une tentative de définition qui va vous sembler assez évidente, mais qui va me permettre de poser le cadre de mon propos. Ce qu'est la mort, c'est un état, avant tout. C'est un état qui caractérise une entité qui a été vivante à un moment donné et qui ne l'est plus. C'est donc l'interruption d'un processus, ou de multi-processus, qui ont conféré à l'entité la vie. Alors, on peut se poser la question de la nature de ces processus et à quel niveau il faut les considérer dans, on va dire, le niveau d'organisation des organismes. Alors, en biologie, on a une problématique récurrente, c'est la problématique d'échelle. Doit-on, en biologie, considérer la mort à l'échelle de l'organisme ou à l'échelle de ses constituants? Et donc, le constituant fondamental pour nous, c'est la cellule. Alors, vous allez voir que, finalement, entre ce qui se passe à l'échelle d'une cellule et ce qui se passe à l'échelle de l'organisme, ça peut être très différent. Pour illustrer cette partie-ci, je vais vous parler donc d'un petit organisme sympathique qui s'appelle l'hydre d'eau douce. Voilà. Et tout ça pour présenter une situation qui est peut-être la situation la plus caricaturale en la matière. L'hydre d'eau douce, alors c'est un petit animal qui appartient au groupe des cnidaires, ce sont des animaux extrêmement simples. Vous connaissez certainement les anémones de mer, voilà, ça appartient au même groupe. Ça vit en eau douce, ça vit dans les mares, ça vit dans les étangs. Si vous avez une mare chez vous ou un étang près de chez vous, vous avez forcément des hydres de toute façon qui pullulent là-dedans. Alors là, ça paraît très grand hein, sur cette diapositive, ça mesure à peu près 1 cm de long, donc c'est tout petit. Ces petits animaux sympathiques ont une particularité, c'est qu'ils présentent ici, dans la partie médiane de leur corps, une ozone de cellules qui sont en perpétuelle prolifération. Donc, dans cette zone-là, vous avez des nouvelles cellules qui sont produites en permanence, et ces cellules, une fois produites ici, vont migrer soit vers la partie haute, soit vers la partie basse de l'organisme. Et en arrivant vers la partie haute, donc ici à l'extrémité des tentacules, ou éventuellement à l'extrémité du pied, eh bien, ces cellules vont mourir. Voilà. Alors, mourir par un processus particulier qu'on appelle l'apoptose, et en fait, vous avez dans cette partie médiane un signal qui est émis, en fin de compte, un signal moléculaire, et lorsque la cellule est très éloignée de ce signal, elle ne reçoit plus le signal de survie et elle se met à mourir. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est que lorsqu'une cellule meurt à l'extrémité de l'organisme, elle est bien évidemment immédiatement remplacée par une cellule qui a été nouvellement produite dans cette région-ci. Quand on considère donc du coup les deux échelles, l'organisme et la cellule, ça signifie que vous avez en environ 1 à 2 mois à peu près de temps, ça dépend des conditions environnementales, la totalité des cellules de l'organisme qui ont été renouvelées, et donc la totalité des cellules de l'organisme qui sont mortes à un moment donné. Mais l'organisme en lui-même n'est pas mort. Son périmètre organique et son périmètre génétique a été conservé. C'est donc un organisme qui est immortel, virtuellement, mais toutes ces cellules sont mortelles et ont une durée de vie relativement courte, de 1 à 2 mois. Voilà. Donc, considérer la mort pour un biologiste, c'est très compliqué, puisque tout dépend, encore une fois, de la question d'échelle.
Alors, quand on est en biologie, on se référence toujours à des systèmes simples pour pouvoir effectivement traiter du sujet. Et donc, on va traiter de ce sujet en considérant l'échelle la plus simple, c'est-à-dire l'échelle de la cellule. Et donc, je vais essayer de vous faire comprendre ce qu'est la propriété biologique de la cellule qui est interrompue au moment de la mort. Alors, considérons l'échelle cellulaire et considérons les processus vitaux. Et puis, essayons de caractériser ça au moment de la fin. Je fais un premier constat. Sans avoir de connaissances particulières en biologie, vous le savez tous, les cellules de l'organisme sont des cellules extrêmement bien organisées. Elles sont organisées structurellement. Vous avez dans toutes les cellules donc, ce qu'on appelle un noyau, voilà, qui contient l'information génétique. Hop, là, je m'excite sur mon truc, là. Tac, 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 tac. Hop, hop. Ça va, personne n'est malade? C'est bon, je reviens en arrière. Donc, vous avez ici un noyau, voilà, vous avez différents compartiments ici qui vont permettre à la cellule de fonctionner, ce qu'on appelle des organites. Donc, il y a une organisation structurale, fixe, et puis maintenue durant toute la vie de la cellule. Ces compartiments permettent la mise en œuvre de réactions chimiques qui sont elles aussi hautement organisées, avec une séquence, alors je vous montre ici, hein, c'est la séquence de la respiration, voilà, que vous connaissez tous par ailleurs, enfin pas la séquence en elle-même, en tout cas la respiration au moins. Et donc vous avez ici toute une série de réactions chimiques qui sont bien organisées, avec des substrats, des produits à chaque étape, et puis des niveaux de régulation à chaque étape. Tout ça est maintenu jusqu'à la fin de la vie de la cellule. Alors je pense que jusqu'à là vous vous demandez où est-ce que je vais, et donc tout cela est surprenant. Tout cela est très surprenant et c'est la petite conclusion de la diapositive qui est là. C'est surprenant car en réalité, ça ne devrait pas être comme ça. Un petit mot de physique. Vous avez plusieurs principes généraux qui régissent l'activité dans l'univers et il y a un principe de thermodynamique qu'on appelle le second principe, c'est le deuxième qui a été édicté, qui s'appelle le principe d'entropie ou principe de désordre. Il a été pour la première fois explicité par Sadi Carnot, là, décidément, hein, quand je veux, là, au XIXe siècle. Et pour faire très très simple, ce second principe de la thermodynamique, c'est que tout système, dans un environnement clos, tend au désordre. Si vous avez une maison, que vous la construisez et que cette maison est neuve après la construction, si vous la laissez tranquillement évoluer, sans intervenir dessus, sans refaire l'enduit, sans refaire les tapisseries, sans refaire tout ça la peinture, ce qui va se passer, c'est qu'elle va progressivement s'altérer. Eh bien, tout système, quel qu'il soit dans l'univers, tend à la détérioration. Voilà. Vous avez donc ici, pour représenter et illustrer ce propos, une chambre, et vous voyez, donc le bureau s'est sans doute affalé, parce qu'il s'est détérioré, la guitare qui est sans doute bien rangée est tombée, etc., ce qui explique le désordre apparent d'une chambre d'étudiant, mais qui n'est lié qu'au processus de désordre naturel et spontané. Peut-être pas tout à fait, mais voilà, c'est une possibilité en tout cas. Eh bien, voyez-vous, une cellule, dans son périmètre, devrait donc normalement se désorganiser au cours du processus vital. Et pourtant, elle ne se désorganise pas. Et c'est surprenant. Elle résiste à une loi fondamentale de l'univers. Alors la question, c'est de savoir comment. Une cellule, on peut la considérer, donc ici vous l'avez représentée en rouge, dans un environnement qui est en fait son espace environnemental proche. Et ce qu'on peut constater, c'est que le principe d'entropie fait que tous les composants devraient normalement se désorganiser au fur et à mesure dans un continuum temporel, avec une désorganisation qui va augmenter de manière linéaire au cours du temps. Et ce n'est pas le cas. Alors, la question c'est pourquoi ? En réalité, la cellule va maintenir son ordre de manière active. Vous avez donc ici la cellule dans son état normal, vivant, ici, et son entropie augmente. Très naturellement, elle est soumise aux lois de l'univers comme n'importe quel autre système. Eh bien, elle a un système qui va lui permettre de contourner cette problématique. Elle va libérer, au cours de sa vie, une forme d'énergie particulière, diffusible, hautement désorganisée, que l'on appelle la chaleur. Et la chaleur va diffuser dans son environnement, et si vous avez déjà chauffé une casserole d'eau dans votre vie, ça a déjà dû vous arriver aussi, vous savez que l'eau, au fur et à mesure qu'elle chauffe, elle va progressivement s'agiter jusqu'à bouillir. Et donc cette chaleur va entraîner une désorganisation des molécules autour de la cellule, et donc ce que fait la cellule, c'est qu'elle dit « d'accord, le désordre va s'installer, mais pas chez moi. Et donc le désordre qui s'installe chez moi, je l'évacue à l'extérieur, et donc je crée en fait du désordre tout autour. » Voilà. Et le processus vital, c'est ça. C'est un système clos, qui est la cellule, qui évacue progressivement la quantité de désordre qui est créée naturellement par le deuxième principe d'entropie. Alors, elle met le bazar en fait autour d'elle.
Voilà. Et donc elle désorganise l'univers. Et plus il y a d'organismes vivants, plus l'univers est désorganisé, c'est ce que ça signifie. Bon, une question fondamentale, c'est d'où vient la chaleur, maintenant. Pourquoi cette chaleur est produite? Alors en réalité, elle est produite par l'activité de la cellule elle-même. Je vous ai dit, c'est un système actif et dynamique. Vous avez dans la cellule des réactions chimiques, hein, et ces réactions chimiques, au fur et à mesure de leur progression, elles produisent de la chaleur. Cette chaleur est évacuée dans l'environnement, mais en plus de la chaleur, ces réactions chimiques permettent de produire une petite molécule qu'on appelle l'ATP. L'ATP, c'est une petite molécule qui transporte de l'énergie, ce que j'appellerais l'énergie utile. Et l'énergie utile sera utilisée pour faire d'autres réactions chimiques qui vont permettre de générer l'ordre dans la cellule. Et donc, ce qui permet d'avoir ici une chambre bien rangée, et à l'extérieur de la chambre, le bazar absolu dans le reste de la maison. Voilà. C'est la base du processus vital. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en cas de mort? Eh bien, pour la cellule, la mort est conséquentielle d'un signal soit interne, soit externe. Alors, interne, ça peut être une désorganisation du matériel qui est provoquée par des lésions. Voilà, vous connaissez tous éventuellement ce qu'on appelle les mutations, qui peuvent être générées par exemple par des UV. Eh bien, vous avez des signaux à l'intérieur de la cellule qui vont se mettre en place et qui vont entraîner une désorganisation de la cellule. Et entre autres, l'interruption des processus biochimiques. Vous connaissez aussi certainement ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. C'est une interruption ponctuelle, transitoire, durable ou éventuellement permanente du circuit sanguin dans une région donnée. Et la cellule va se retrouver privée de l'afflux sanguin et donc de l'afflux de sucre, qui est le combustible, et du dioxygène, qui est le comburant. Et quand vous coupez le combustible et le comburant, eh bien, il n'y a plus de ressources d'énergie. Et donc, la cellule n'est plus capable de produire ces réactions chimiques. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus de production de chaleur, donc elle n'est plus capable de diffuser à l'extérieur le désordre qui s'installe naturellement, et en plus, elle n'est plus capable d'actionner l'ensemble des réactions qui permettent de maintenir l'ordre. Et donc, ce qui s'installe, au final, c'est le désordre, et le désordre, c'est la mort. La mort, en réalité, et pour conclure, ce n'est plus ni moins qu'un système qui va entraîner un retour à l'équilibre de l'espace qui est représenté par la cellule et de l'espace qui l'environne, qui est l'univers. Voilà. Retour à l'univers. Voilà pour ce bref aperçu de ce qu'est la mort en biologie. Voilà. Et j'espère que je vous ai tout compris.